Bonjour à toutes et tous. Nous allons aujourd'hui attaquer le quatrième séminaire ici sur les méthodologies de recherche avancées, en particulier en sciences humaines et sociales et en sciences de l'information et de la communication. Mais nous allons y revenir très rapidement. Je voulais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas et qui n'étaient pas là au précédent séminaire. Donc, je suis Marie-Pierre Fourquet-Courbet, je suis professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à Aix-Marseille Université, donc chercheur à l'INSIC, à l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication. Donc, depuis le début de mon parcours à l'université, il y a maintenant quasiment 25 ans. Mes recherches portent sur la communication médiatique et numérique, ses usages, ses effets, ses influences. Donc, très rapidement, je travaille globalement sur trois grands thèmes de recherche qui s'inscrivent dans des approches vraiment pluridisciplinaire, puisque je suis bien sûr, voire interdisciplinaire au niveau théorique et méthodologique, puisque je m'inscris évidemment en sciences de l'information et de la communication, mais je vais également puiser dans la cognition sociale, la psychologie sociale, les recherches en marketing également. Donc, trois grandes thématiques. Tout d'abord, l'étude de la réception des usages des médias et médias numériques. Donc ça, c'est le premier grand thème de recherche, avec vraiment une préoccupation sur les influences de ces communications via les technologies de l'information et de la communication, Internet, mais également les réseaux sociaux ou les médias plus traditionnels. Deuxième grande thématique de recherche, je travaille sur les processus psychologiques, impliqués dans la création et la production de campagnes de communication persuasives via Internet, via des blogs, via des médias traditionnels. Donc là encore, il y a une problématique en lien avec l'influence, la communication persuasive et la façon dont les concepteurs pensent et créent ce type de communication. Depuis quelques années, je travaille, et c'est un troisième grand thème de recherche qui est important maintenant dans mes travaux, je travaille sur les liens entre la communication, les médias numériques et le bien-être et les affects des individus. C'est vrai que c'est une préoccupation qui est récente, actuellement dans mes travaux, qui a une dizaine d'années par rapport, 5-10 ans par rapport au reste, mais c'est vrai que euh, ce sont des recherches sur les liens entre les écrans, le bien-être et la santé, qui ont des enjeux très forts au niveau sociétal, qui sont bien développés dans d'autres pays, notamment dans des pays européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas et aux États-Unis, mais qui sont encore peu connus en France. Et c'est vrai que depuis 5 ans, avec Didier Courbet, je travaille à combler cette lacune et à développer ce type de recherche, particulièrement dans la littérature en France et à l'international. Ces thèmes de recherche, ils sont abordés avec une préoccupation, et c'est là qu'on arrive au thème du séminaire, avec une préoccupation méthodologique importante. Et c'est vrai que je revendique une pluralité méthodologique et épistémologique, avec des recherches à la fois inscrites dans des approches quantitatives, mais également qualitatives, dont on va particulièrement parler aujourd'hui. Donc, je m'arrête là sur cette présentation. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de l'INSIC pour découvrir les travaux de l'équipe 3, dont je m'occupe avec Didier Courbet pour AMU et Hervé Zenouda et Philippe Bonfils pour Toulon, et puis pour voir les différents travaux qui sont développés dans le laboratoire. Donc, ce séminaire 4, numéro 4, vient à la suite logiquement du précédent, le numéro 3, les deux étant consacrés aux méthodologies qualitatives, puisque c'était une forte demande de la part des doctorants et doctorantes de l'INSIC, et que ces méthodes-là sont très utilisées dans notre discipline. Alors, c'est vrai que dans le séminaire 3, qui a eu lieu le 12 mai dernier, je me suis penchée sur les fondements épistémologiques et théoriques de l'entretien, en vous présentant
différents types d'entretiens, mais également méthodologie de recueil de données verbales. Alors, le séminaire du 12 mai a été mis en ligne sur YouTube. Je remercie beaucoup Clara Galliano une fois de plus, pour son efficacité qui a procédé à cette mise en ligne. En tout cas, vous pouvez le trouver de la même façon. Vous pourrez trouver celui-ci quand on aura réglé un certain nombre de choses que j'aurais pu l'envoyer à Clara et qu'elle le mettra en ligne. Donc, ce séminaire d'aujourd'hui, qui en fait, on pourrait être considéré comme une deuxième partie à la suite de la première partie du 12 mai, qui va s'intéresser à l'analyse des données recueillies, mais également à la question des validités des méthodes qualitatives, qui sont des méthodes scientifiques, j'insiste, et qui ont des validités qu'il faut questionner et sur lesquelles il faut réfléchir. Évidemment, ces deux séminaires, et celui d'aujourd'hui en particulier, sont en lien avec les deux précédents qui ont été animés par Didier Courbet sur les épistémologies et les problématiques en sciences de l'information et de la communication. Donc pour aujourd'hui, vous avez sous les yeux ce sur quoi va porter notre travail. Comme précédemment, on va avoir une partie conférence où je vais vous expliquer les différents éléments en lien avec cette question de l'analyse des données qualitatives et les critères de validité, mais également une partie discussion par rapport à vos propres recherches. Alors, vous pouvez mettre des questions dans le chat que je traiterai à la fin de ma présentation. Et un détail, alors bon, en aparté technique pour les doctorants et doctorantes présentes, si vous souhaitez une attestation de présence, comme pour le précédent d'ailleurs, n'hésitez pas à me la demander, puisque ces séminaires-là comptent pour la validation de votre formation. Donc, une petite précision concernant la citation de ce séminaire, comme la dernière fois, c'est important que vous ayez au niveau des références et des ressources que vous citez, des modalités de citation, qu'il s'agisse d'ouvrages, d'articles ou de conférences. Donc aujourd'hui, on va parler des méthodologies qualitatives, des normes à respecter pour ces recherches, qui, on l'avait vu la dernière fois, vise à comprendre la signification des phénomènes humains sociaux. Alors, je voudrais juste faire pendant quelques minutes un toute petite pause au niveau vraiment épistémologique pour faire un lien avec les séminaires précédents, mais bon, on l'avait vu lors du séminaire 3, mais c'est important que les choses soient bien précisées. On est ici sur une vérité-correspondance. Ici, la science consiste à construire des connaissances destinées à explorer, comprendre des phénomènes de la réalité sensible. Et ces méthodes qualitatives qu'on aborde s'inscrivent dans un paradigme compréhensif, dans une épistémologie de la signification. Donc ici, et en particulier avec l'entretien qu'on a pu développer la dernière fois, il s'agit de comprendre le sens, la signification, la portée des actes et des paroles des acteurs et des sujets sociaux. Donc on appréhende les phénomènes en étudiant les acteurs de ces phénomènes, leurs discours, les significations qu'ils donnent à ces phénomènes, en les interrogeant, en l'occurrence avec les entretiens, on peut aussi les observer, mais en tout cas, on ne s'intéresse pas directement au phénomène lui-même. Donc, cette réalité est étudiée par les sciences, est considérée comme le produit d'une construction sociale. Elle dépend de nos représentations. Et ça, ce sera particulièrement important quand on développera la question des validités. Donc, elle est le produit d'une construction sociale, d'une construction intellectuelle qui dépend de prérequis conceptuels et théoriques pris comme référentiels. Donc, c'est-à-dire que là encore, ce sera important quand on parlera des différentes approches sur les critères de validité de ces méthodes. Pour ma part, je considère que tout entretien doit être précédé, sous-tendu par une théorie dont le chercheur doit être conscient et qu'il doit expliciter plus ou moins précisément. Ça, c'est mon point de vue, c'est la base sur laquelle je parle. Il y a d'autres possibilités, mais en tout cas, on verra que ça, c'est particulièrement important quand on interroge justement les validités. Donc, les méthodologies de recherche qualitative
permettent d'accéder au processus de construction de la réalité sociale par les êtres humains, d'estimer les causes profondes d'un phénomène. On a vu dans le précédent séminaire leur fondement épistémologique et les modalités de recueil des données. On a vu en particulier l'entretien semi-directif, mais aussi d'autres formes d'entretien comme les méthodes d'étude des cognitions en réception et les récits de réception rétrospectifs. On va aujourd'hui s'intéresser aux modalités d'analyse de ces données qui conduisent à des interprétations, on le verra, plutôt subjectives, puisqu'elles passent par le chercheur, l'analyste, mais qui peuvent être objectivés, on verra. Mais on va aussi interroger les critères de validité de ces méthodes. Évidemment, hein, on n'est pas sur un atelier pour utiliser ou pour même mettre en pratique ces analyses. On est là pour dérouler différentes possibilités. Et après, il faut creuser en fonction des choix que vous ferez sur la base des travaux que vous menez. Donc, concernant les modalités, donc un premier point qui concerne l'analyse des données ou des verbalisations recueillies, donc les modalités d'analyse des données. Alors, avant d'attaquer ce premier point sur la retranscription, je voudrais simplement vous préciser qu'il existe deux grands types de traitement des corpus langagiers. Il y a des traitements dits manuels, en d'autres termes, qui sont faits par le cerveau humain. C'est par exemple les analyses de discours thématiques où manuellement, on va lire évidemment, avoir une lecture flottante, identifier des thèmes, déconstruire, reconstruire, etc. manuellement les choses. Et vous avez aussi des traitements informatiques qui se font par des logiciels. Alors, généralement, quand il s'agit de corpus langagiers traités manuellement, on parle d'analyse de discours parce qu'il y a une prise en compte du contexte au niveau du chercheur ou de la chercheure. Au niveau des traitements informatiques faits par des logiciels, on parle davantage d'analyse de contenu, car ils sont moins contextualisés. Et c'est vrai que ces logiciels permettent des comptages de mots, des comptages d'occurrences, etc. Pour ma part, je vais ici privilégier les analyses manuelles pour des corpus d'entretien qui bénéficient alors vraiment d'une grande richesse de l'interprétation humaine et dès lors qui nécessitent d'être interrogés en termes de validité. Donc on verra que ces analyses faites par le chercheur peuvent être, donc qui sont subjectives, hein, par essence, on y reviendra, peuvent être soutenues, complétées par des analyses automatisées par des logiciels qui ont tendance à les objectiver, une part d'objectivation, par des quantifications diverses et variées, par des comptages. Donc il y a différents logiciels actuellement. Vous avez parmi ceux qui sont très utilisés in vivo, vous avez Iramutech. Alors peut-être certains d'entre vous les utilisent, n'hésitez pas, on pourra en parler à la fin de la présentation. Il y a également Trop, dont je vous parlerai rapidement, parce que le contexte théorique sur lequel s'appuie Trop, je le connais bien et il peut être intéressant pour certains d'entre vous. Il est peu connu. Il est issu de la pragmatique de la communication, plutôt de chercheurs en psychologie sociale de la communication, et il est peu connu en sciences de l'information et de la communication. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir cette approche-là. Sachant que Iramutech et Trop sont des logiciels libres. Ils sont gratuits et vous pouvez y accéder gratuitement. Donc, on va s'intéresser ici aux analyses manuelles, entre guillemets, c'est-à-dire faites par l'analyste, le chercheur. Donc, la première étape par laquelle vous avez toutes et tous dû passer si vous avez fait des entretiens, c'est l'étape de la retranscription des entretiens, qui est un travail long, fastidieux, mais indispensable. Là encore, si vous avez des témoignages, je suis preneuse, on pourra y revenir à la fin. Donc, il y a différentes positions par rapport à cela. Je ne vais pas forcément trancher aujourd'hui, je vais vous donner la mienne, mais globalement, il faut la règle dans les retranscriptions générales, c'est qu'on doit respecter exactement le discours de l'interviewé. C'est lapsus, c'est silence, la répétition, voire des éléments non verbaux à noter. C'est ce qu'on appelle une retranscription mot à mot. Vraiment, même les parasites de langage, les tics de langage doivent être retranscrits.
parce qu'ils peuvent être lourds de sens, hein, également dans l'analyse de la discussion. On peut même rajouter des didascalies, c'est-à-dire qu'on peut aussi, si on juge utile pour l'analyse, noter entre crochets au sein du corpus des précisions sur des éléments non verbaux, paraverbaux, comme des rires, des hésitations. Ça peut être intéressant pour les analyses. Et c'est vrai que c'est un type de retranscription qui est très long, c'est le plus long à rédiger, mais c'est important car là je passe à l'étape de publication, notamment dans des revues scientifiques de référence. Les verbatims sont souvent demandés, voire exigés au niveau des normes APA pour la présentation des résultats de recherche qualitative. Et quand en tout cas dans des revues internationales de référence qui utilisent ces normes-là, il y a une demande d'un à deux verbatim, deux extraits de discours par grande idée de résultat qui est faite. Et donc, dans ces cas-là, il faut un discours précis. Il faut vraiment qu'il y ait une retranscription la plus proche possible de la réalité. Je vous ai juste mis là, vous le voyez à l'écran, j'ai vraiment capturé une page de l'article qu'on a publié dans Media Psychology, dont je vous avais parlé la dernière fois. Et vous avez en jaune là les verbatims qu'on a intégrés pour illustrer le discours des sujets. L'idée étant, au niveau de ces verbatims, de toujours garder l'anonymat des sujets, ça c'est fondamental, de garder l'anonymat. Alors on peut mettre sujet 1, sujet 2. Nous, on a pris des pseudos, c'est-à-dire Caroline n'est pas Caroline, mais c'est une femme euh, qu'on a rebaptisée. Il faut toujours euh, préciser la date de l'entretien. Nous, en l'occurrence, la date n'avait pas beaucoup de sens. Ce qui avait du sens, c'était la vague au cours de laquelle on avait recueilli ces données verbales-là, puisque c'était dans le cadre d'une recherche qualitative longitudinale, dans cette vague. Donc là, il est important de les citer, de bien montrer qui parle, quand cette personne parle, et de bien rendre compte du discours de façon précise, sachant qu'au niveau des normes APA, il y a des règles très, très précises pour couper le discours. Alors, je ne vais pas vous les citer, hein, vous pouvez trouver ça sans difficulté, mais on est obligé, on est censé reprendre même les erreurs grammaticales. Donc là, même si je ne doute pas que vous soyez bilingue, c'est en anglais, donc c'est plus compliqué, mais en tout cas, on peut même reprendre des verbatims dans lesquels il peut y avoir des erreurs grammaticales, ce qui peut être plus fréquemment le cas sur un discours verbal par rapport à un discours écrit, évidemment. Quand on supprime une partie de la citation, on doit le préciser entre guillemets avec 3 points. Si c'est telle quantité, il y a d'autres formes si la quantité est plus importante. On peut aussi rajouter des choses entre crochets, c'est-à-dire que si on estime qu'on doit rajouter des éléments, par exemple des précisions de lieu, pour mieux comprendre le discours, on peut le faire entre crochets. En tout cas, tout cela est très identifié, très codé, et il est extrêmement important d'être précis dans la retranscription du discours, notamment pour ces verbatim, mais pas uniquement, pour ces extraits de discours, mais pas uniquement. Ceci étant précisé, au niveau des retranscriptions, je voudrais quand même que vous gardiez à l'esprit qu'il y a d'autres possibilités et selon les objectifs, selon les fondements théoriques, les modalités d'analyse qu'on va mettre en place, on peut choisir un style plus épuré. Par exemple, éviter de noter les parasites de langage. On peut aussi procéder à des adaptations. Par exemple, si une phrase est incorrecte à l'écrit, on peut la mais qu'elle passe à l'oral, évidemment. Par exemple, les négations, je ne sais pas, on peut le transformer en je ne sais pas. Ça, il faut qu'il y ait des raisons de le faire, notamment, un petit exemple, avec TROP, si on prévoit une analyse cognitivo-discursive avec TROP, le fait d'avoir les négations notées peut être intéressant pour comprendre ce sur quoi porte le discours, la relation que le sujet a avec le discours
avec l'objet sur lequel il a un discours. On peut aussi remettre en forme, éviter les répétitions, etc. Ça peut être utile pour certains logiciels d'analyse de contenu. On peut aussi, mais ça c'est très très discuté, ce sont des pistes, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. On peut aussi mettre entre crochets les référents évoqués par le sujet. Par exemple, si la personne dit oui, je suis d'accord avec ça, cette phrase-là, une fois qu'elle est décontextualisée et qu'on n'a pas ce à quoi réfère ça, on peut perdre du sens. Donc, on peut tout à fait mettre entre crochets. Moi, ça m'est arrivé de le faire pour différentes raisons, notamment pour les analyses thématiques manuelles, mais aussi par rapport à Trop, pour avoir les univers de référence utilisés. On peut aussi le mettre entre crochets. Donc, il ne faut pas. Il y a une règle, c'est la retranscription mot à mot, mais on peut tout à fait évoluer. Mais ça, c'est très, très discuté. Il faut bien que tout soit justifié et que tout soit précisé au niveau des objectifs, des fondements théoriques et des modalités d'analyse pour justifier de tel ou tel choix dans la retranscription. La somme des retranscriptions, un petit rappel, mais vous le savez, c'est un corpus. Et le corpus, vous devez le mettre, votre corpus, en annexe de votre thèse. Si vous avez des entretiens qualitatifs, il faut qu'on les retrouve tous retranscrits de A à Z en annexe de votre thèse. Alors, si vous avez des astuces pour les retranscriptions, on peut en parler à la fin de la conférence. Notez-le dans le chat. Oui, merci à Didier Courbet d'avoir précisé que APAS, American Psychological Association, qui donne des grandes règles de normes pour publication. Oui, c'est mieux quand on est jargonneux d'avoir la précision. Donc, n'hésitez pas à demander la parole ou à dire dans le chat que vous voulez bien parler de petites astuces pour les retranscriptions. On y reviendra à la fin de la conférence. Donc, étape suivante, il faut bien qu'on mette des étapes, mais ça, normalement, vous y avez un peu réfléchi avant de retranscrire. Il faut définir l'unité d'analyse. Ça, c'est un choix à faire selon l'objectif de l'étude, c'est-à-dire que cette définition de l'unité d'analyse va déterminer la nature du schéma de codage qui va permettre l'interprétation du discours et va conditionner le choix des indices de quantification. Autre élément important, ça va déterminer le mode de découpage du corpus. Alors, parmi les niveaux les plus fréquemment utilisés, vous avez le mot, unité primaire d'analyse, c'est ce qu'on appelle une analyse lexicale syntaxique. Vous avez la phrase également, même chose, analyse lexicale et syntaxique, sachant que la phrase, elle ajoute un intérêt pour repérer les enchaînements systématiques et les relations de dépendance entre plusieurs phrases au-delà des univers référentiels en lien avec les mots. Vous pouvez avoir la proposition. Là, la base, c'est l'analyse propositionnelle de discours. Là encore, ce sont les travaux pragmatiques de la communication auxquels peut faire référence Trop. C'est-à-dire que là, on considère que le discours est divisé en propositions qui sont considérées comme des unités sémantiques d'analyse et que toute proposition représente une signification complexe et autonome en associant un modèle argumentatif. Et ça, on pourrait développer avec la pragmatique de la communication. Je ne le ferai pas, mais si ça vous intéresse, vous avez tout un tas de littérature sur l'analyse propositionnelle de discours. Enfin, on va s'arrêter sur cette troisième unité d'analyse. Vous avez le thème, c'est un groupe de phrases. Alors, pour faire la différence entre l'écrit et l'oral, moi je parle davantage d'assertion, puisqu'à l'oral, on n'a pas de majuscule, on n'a pas de point. Le thème, c'est un groupe de phrases d'assertion qui sont jugées équivalentes, car elles font référence à des situations, à des objectifs, à des concepts, à des thèmes proches. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse thématique, où on identifie des thèmes, des sous-thèmes, des sous-sous-thèmes, et nous allons y venir. Donc, on va s'intéresser à l'analyse thématique au niveau évidemment manuel, mais on va voir que ça peut être précisé, affiné, complété par des analyses automatiques de contenu. Où l'idée ici, on va le voir, c'est de déconstruire le discours selon des thèmes et sous-thèmes, etc., identifiés, et de le reconstruire selon ces thèmes et sous-thèmes identifiés.
Donc, une petite précision. Là, maintenant, on rentre dans la phase de construction, de codification, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi l'unité d'analyse, je vous donne pas le choix, hein, j'en conviens, puisqu'on va travailler sur le thème. Une fois qu'on a choisi le thème, on va construire, codifier ce qu'on appelle la grille d'analyse, la grille générale d'analyse. Et on va dans un deuxième temps quantifier. Donc, concernant la construction, la codification de la grille, souvenez-vous, la dernière fois, on avait vu qu'il y avait deux types d'analyses qu'on fait souvent conjointement, mais il faut avoir en tête laquelle on privilégie. On fait de façon plus ou moins approfondie systématiquement une analyse verticale des entretiens, c'est-à-dire une analyse intra-entretien qui permet de voir comment le répondant a abordé les différents thèmes. Ça permet d'aboutir à une synthèse par entretien, mais il y a également une analyse horizontale des entretiens où là, on a une synthèse de tous les entretiens. Les sujets, les personnes disparaissent, leurs spécificités disparaissent et on s'intéresse à l'ensemble des sujets traités, à une analyse inter-entretien, à une transversalité des thèmes, des sous-thèmes, etc. Et c'est cette approche-là qu'on va développer ici. C'est-à-dire que nos sujets vont disparaître et on va voir dans cette grille générale d'analyse tous les thèmes, sous-thèmes, parfois qui sont contradictoires les uns avec les autres, qui ont été abordés par nos sujets. Donc, aujourd'hui, analyse thématique, inter-entretien, donc horizontale, l'objectif étant de créer une grille de dépouillement applicable à l'ensemble des entretiens. Vous ne faites pas une grille par entretien. La grille générale, tous les entretiens doivent pouvoir être déconstruits et reconstruits sur la base de cette grille et on doit tout pouvoir classer. Alors, on va avancer. Concernant la construction de la grille, alors, précisément, il va falloir déconstruire les entretiens, comme je vous l'ai dit, et construire une grille sur la base des thèmes, des sous-thèmes du corpus, par tâtonnement successif. Ce qu'on va voir, c'est vraiment des allers-retours entre les textes, le corpus et la grille. Et l'idée, c'est d'identifier de différentes catégories. Les catégories ici, ce sont les thèmes, les sous-thèmes, etc., qui apparaissent pertinentes pour l'analyse. Donc, on va sélectionner, là, je vous ai mis juste un exemple de thèmes très, très globaux, mais vous verrez qu'on rentre dans des sous-thèmes pour chacun d'eux. Par lecture, ce qu'on appelle la lecture flottante des entretiens, donc la première lecture, et en fonction des objectifs de l'étude et du guide d'entretien, on va identifier les grands thèmes. Mais évidemment, l'intérêt du qualitatif, c'est qu'au-delà des thèmes qu'on a identifiés a priori, on va en identifier certains qui vont émerger de ces lectures flottantes et de cette analyse transversale des entretiens. Donc, on va identifier un certain nombre de thèmes et quand je vous disais qu'on déconstruisait et qu'on reconstruisait, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez un exemple d'entretien et vous avez chaque couleur correspond à un thème. Donc, on découpe vraiment l'entretien par assertion, par phrase, si vous préférez, et on va le reconstruire par thème. Là, vous avez un fichier où il y a le thème et vous avez toutes les verbalisations mises en rose correspondent à un thème qui s'appelle « Être fan », qui est là, et qu'on va retrouver ensuite, qui fait plusieurs pages. Là, on avait, je crois, une quarantaine de sujets. Voilà, donc vous voyez, il y a un véritable travail de déconstruction et de notre corpus et de reconstruction par thème. Et si votre entretien est bien fait, vous avez plein de couleurs qui se mélangent. Si vous avez systématiquement la même couleur après une question et une couleur différente après l'autre question, vous n'êtes pas très loin d'un questionnaire finalement et on perd toute la richesse de l'entretien. Donc, ce qui montre que vous êtes au cœur de l'interaction avec une grande richesse des interactions, c'est si vous avez un bel arc-en-ciel devant vous, c'est que votre entretien aura été bien mené. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de déconstruire et de reconstruire par thème. Donc, et ça, bien sûr, cette identification des thèmes,
ce travail de coloriage par thème, de déconstruction et de reconstruction, ça se fait de façon itérative. On passe du corpus au thème, etc., par des allers-retours. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions pour que la suite soit plus claire, n'hésitez surtout pas. Donc, théoriquement, sur cette base-là, donc là, vous voyez, là, on a un thème qui est être fan, un sous-thème qui est être fan de la musique et de la danse, un sous-sous-thème, etc. Et donc, tout cela, ça va se transformer en grille. On va transformer ça en grille. OK? Donc, les intitulés qu'on retrouve là, ces 3 premiers, on les trouve ici, sachant que là, vous avez tous les verbatims qui correspondent à ce sous-sous-thème. C'est clair pour tout le monde par rapport à ça? Donc là, vous avez, merci de vos retours, parce que je ne vois pas grand-chose de vos retours sonores, parce que comme on est en partage d'écran, je vois essentiellement mon diaporama. Donc, c'est vraiment important de déconstruire par assertion. L'assertion, c'est l'équivalent d'une phrase, c'est-à-dire c'est une unité de temps, une unité de sens. C'est une phrase ou plusieurs phrases qui ont le même sens et qu'on peut mettre ensemble qu'on peut découper ensemble pour les remettre ensemble dans cette nouvelle structure que l'on construit, qui est notre grille d'entretien. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette grille-là, sauf qu'on a une étape. Donc là, je vous montre encore la grille. Là, on en a quelques pages de grille. Donc, je vous en ai mis qu'un petit extrait. Mais l'idée, c'est que sur la base de cette grille, qui évidemment ne se fait pas tout de suite, elle se fait au fur et à mesure que vous analysez vos entretiens. Cette grille-là, à un moment, il va falloir la remplir et la quantifier. Alors, quand je dis la remplir, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez devoir, donc là, vous avez un exemple de grille, et vous allez devoir identifier si dans ce thème être fan, son poids par rapport au thème, l'image, c'était une recherche sur Michael Jackson, de Michael Jackson pour le fan. Vous avez 2 thèmes, à savoir quel est le poids respectif de chacun de ces thèmes dans le discours global de l'ensemble de vos sujets. Autre exemple, vous allez sur ce thème 2, quel est le poids respectif du thème 1, du sous-thème 2.1, Michael Jackson, victime des médias et de l'opinion avant son décès, et le 2.6, depuis sa mort, etc. C'est-à-dire qu'on essaye de voir, une fois qu'on a reconstruit thématiquement, quel est le poids respectif de chaque thème. C'est-à-dire que là, vous en avez un qui peut avoir un tiers du poids total du discours sur ce thème-là, alors que l'autre sous-thème ne vaudra que 5%, par exemple. Donc là, c'est vraiment pour évaluer le poids respectif de chaque sous-thème par rapport au thème global et également de chaque thème par rapport au discours. Oui, Émilie, allez-y. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question. Quand vous parlez des thèmes et des sous-thèmes, est-ce qu'un thème ou un sous-thème se constitue à partir du moment où il y a 2 entretiens qui parlent de ça, ou est-ce que ça peut être un seul entretien qui l'aborde? C'est par rapport à un seul entretien peut l'aborder. C'est-à-dire que c'est ça la richesse de l'analyse horizontale. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, justement, pour montrer les contradictions qu'il peut y avoir. Alors peut-être qu'on en voit. Là, par exemple, je vais quand même prendre ça. Vous avez quand même, si vous regardez ces éléments-là, vous avez quand même, et d'où l'importance de travailler l'intitulé de vos titres, de sous-thèmes, de thématisation. Michael Jackson était un être à part. Bon, ça, c'est une idée qui est ressortie après avoir identifié tous les sous-thèmes. Et vous avez, c'est un grand enfant, un rêveur, c'est un être généreux, pas généreux, un être généreux, un homme de valeur, mais certains ont dit c'est un fou. C'est un être mystérieux et fascinant, c'est un génie, c'est le plus grand, etc. Donc, vous voyez qu'il y a des contradictions, et ces contradictions-là, elles viennent du fait que certains ont dit oui, c'est un fou, d'autres ont dit oui, c'est un génie. C'est pas grave. L'intérêt, justement, de l'analyse horizontale, c'est de mettre en lumière ces contradictions. Ok, merci. Alors, justement, ces éléments-là, ça va, à un moment, il va falloir comptabiliser le nombre de fois
où chaque thème, sous-thème a été évoqué par l'ensemble des interviewés. C'est là qu'on verra que la question que vous posiez est importante. Et là, on fait une analyse horizontale, c'est-à-dire qu'on fait une opération transversale qui a pour but d'établir comment chaque élément de la grille a été abordé par les interviewés. Et ce type d'analyse révèle de différentes formes sous lesquelles un même thème peut apparaître d'un sujet à l'autre. Donc, on va faire un travail de comptage. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais là, alors avant, ça se faisait avec des feuilles de papier à la main. Maintenant, on ouvre des différents fichiers. Les personnes qui ont eu cours avec moi savent qu'il y a plein de fichiers, qu'il faut être très organisé. Mais là, vous avez des pages et des pages avec les différents extraits de discours là, qui sont là, que vous voyez, qui ont été mis dans les sous-thèmes, sous-thèmes adéquats, et on va compter. Et on va compter deux choses pour trouver un équilibre. On va compter le nombre d'assertions, c'est ça les assertions. C'est voilà, toute la phrase entière, phrase ou ensemble de phrases entières extraites du discours, et on va compter le nombre de mots pour trouver un équilibre entre celle-ci, qui est une assertion, qui fait 10 mots par exemple, et celle-ci qui est une assertion et qui en fait par exemple 100. Donc, on va compter les deux. Bon, après, si vous avez des questions, je vais vous donner des publications dans lesquelles il y a des choses, mais voilà. Il y a une opération de comptage. Et là, attention, ça va donner ça, à peu près. C'est-à-dire que là, vous retrouvez les catégorisations de tout à l'heure que je vous ai montrées. Elles sont là, hein, il y a les catégorisations, mais pour chacun, vous avez un comptage du nombre de mots, un comptage du nombre d'assertions. Je vais rester sur le nombre de mots, hein, puisque ce sera plus simple. Et ben, on sait que ce thème-là, il représente être fan 24,32% du discours global de tous nos sujets. Donc, quand même, un quart du discours, c'est un thème qui est important. Et au sein de ce sous-thème aimer sa musique et sa danse. Donc là, vous avez un calcul par rapport du thème par rapport au global et du sous-thème par rapport au thème. Donc ça vous permet de voir le poids relatif dans la construction des uns et des autres. Ça, là, je vous ai mis des exemples de publications qu'on a pu faire. Donc là, c'était dans Communication et Celebrity Studies sur les réseaux sociaux dans le cadre du lycée de célébrité médiatique. Même outil, hein. On a utilisé pour étudier les processus créatifs des concepteurs, des web designers et des concepteurs d'e-publicité, même chose. Vous aviez des thèmes évidemment qui étaient différents, mais vous voyez, on a 67 000 mots qui ont été étudiés. Il y a 10% sur l'influence de la publicité, 9%, 9,9% sur les origines du processus créatif, etc. Donc, on trouve le poids respectif de chaque thème par rapport au discours global, de chaque sous-thème par rapport au thème et par rapport au discours global. Et donc là, c'est des tableaux, je ne vous montre qu'une page, mais ça fait des pages et des pages, hein. C'est extrêmement long. Et un autre exemple, oui, je vous en avais parlé la dernière fois, on avait travaillé sur les incendies de forêt, toujours sur les concepteurs de communication persuasive. On avait aussi, dans ces publications-là, utilisé cette analyse thématique. Et là, vous avez 40 000 verbalisations. Et ben, sur les règles de conception, vous avez le poids respectif de chaque sous-thème. Pardon, j'ai une question, mais oui. je n'arrive pas à lever la main, donc je suis désolée. Allez-y. Les thèmes, pour bien comprendre, ce sont vous qui les avez posés, identifiés en amont, et ensuite, les réponses apportées vous ont guidé sur cette grille plus affinée, c'est ça où j'ai mal compris? C'est ça. C'est-à-dire que normalement, vous avez quand même une base dans votre guide d'entretien, en tout cas dans ce que je vous ai donné moi au départ, hein, on peut avoir d'autres perspectives, mais en tout cas par rapport au déroulé, vous avez une base théorique, vous avez des grands thèmes qui ne sont pas des questions, hein, des grands thèmes identifiés, voire même, pourquoi pas, quelques sous-thèmes, puisqu'on avait vu que vous pouviez relancer vos sujets, mais des thèmes peuvent tout à fait apparaître. Et c'est ça la richesse de l'analyse qualitative, et les sous-thèmes également peuvent apparaître. D'accord, très bien. C'est bien ça la richesse. Et notamment sur Michael Jackson, on avait identifié ce qu'on avait appelé un médiateur socio-affectif. Les analyses nous avaient montré que finalement les personnes avaient besoin, les fans avaient besoin de discuter avec quelqu'un avec qui partager cette passion
de l'artiste. Alors, on n'avait pas du tout anticipé ça, et c'était les analyses qu'il avait fait émerger, cette D'accord. approche. Et c'est pour ça que ce sont des allers-retours, et c'est un travail d'orfèvre, hein. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, il faut être dedans, on est dans le flow, hein. Ça ne se fait pas 1 heure par-ci, 1 heure par-là. À un moment, il faut être, dans l'esprit. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'évaluer le poids respectif. Alors, est-ce que je vous ai mis une formule? Oui, pas forcément, mais peut-être que je vous l'avais mis. Je vous l'avais mise, mais globalement, hein, on compare, c'est la règle, enfin, on compare le nombre de mots d'un thème par rapport au discours global, quoi. C'est une règle statistique simple, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors, Estelle, tu voulais intervenir? Oui, j'avais juste une question. Ouais. Ça voudrait dire en fait que vraiment toutes les assertions de tout notre texte doivent être absolument intégrées dans notre tableau, ou est-ce qu'il peut y avoir quand même des assertions qu'on n'arrive pas à classer et qui ne rentrent pas dedans, quoi? Oui, merci de la question. Effectivement, pour éviter que vous passiez des nuits à vous demander ce que vous allez pouvoir faire de telle ou telle assertion, la règle, c'est on verra, hein, que strictement, normalement, il devrait y avoir plusieurs codeurs, et ça, vous en discutez ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la fidélité intercodeur, mais on y reviendra. Puisque vous êtes parfois bien seul, et d'ailleurs, vous êtes seul, Ok. hein, à signer votre thèse, c'est important. Mais ce qu'il faut que vous fassiez, c'est strictement, oui, tout doit être déconstruit et reconstruit. Ceci étant, pour certaines assertions, c'est plus compliqué. Donc, dans ce cas-là, si vous ne trouvez pas, vous les mettez de côté. Moi, je vous conseille de les mettre de côté. Vous y revenez un peu plus tard dans la journée, voire même le lendemain. Et parce que peut-être qu'au fur et à mesure de l'identification de nouveaux sous-thèmes, sous-thèmes, etc., vous saurez quoi en faire. Et puis, ça peut amener aussi des reconstructions, hein, au fur et à mesure. Mais si vous ne savez toujours pas comment faire, mettez-la de côté. Trouvez une couleur qui est une couleur des assertions que vous avez analysées, mais que vous savez pas, dont vous ne savez pas quoi faire. Et à la fin, repassez-les toutes pour être certaine de ne pas passer à côté de l'adéquation avec un thème ou un sous-thème. Et sinon, vous les mettez de côté. Tout ne peut pas être traité forcément, notamment si vous avez un sujet qui fait des digressions, qui parle d'autre chose. Voilà. Mais faites attention, ça arrive aussi de pas, par fatigue ou parce que c'est plus le moment, de ne pas passer à côté de verbalisations qui contiennent des éléments importants. Donc, regardez-les à plusieurs moments différents. Mais ce n'est pas dramatique si tout n'est pas classé. Normalement, ça devrait vous faire gagner un petit peu de temps, pour certains et certaines, par rapport à ça. Donc, ça, c'est l'analyse thématique de discours. Donc, vous avez vu les grilles, hein, que j'ai pu vous montrer. Donc, elles sont là. Voilà, et je vous ai volontairement mis ces grilles-là parce que ça a été dans les 3 recherches, des publications dans des revues nationales, évidemment, mais dans des revues internationales aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait un support quand même empirique dans l'analyse pour justifier de telles publications. Je voudrais juste faire très rapidement, un petit détour vers une forme d'analyse dont je vous ai parlé au début, qui est l'analyse cognitivo-discursive. C'est très rapide. Celles et ceux qui ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter, hein, je pourrais vous en dire plus. Et là, on est sur des analyses manuelles, thématiques, hein, en l'occurrence, qui peuvent être complétées par un logiciel d'analyse automatique de contenu, mais qui est un logiciel particulier, qui est le logiciel TROP, qui a vraiment des fondements théoriques particuliers, et qui va, lui, faire un comptage des mots, des occurrences des mots, etc., mais qui va plus loin, justement, puisque c'est la base, hein, je vous l'ai dit, c'est la pragmatique de la communication. Alors, je vous ai mis, alors la vocation de ces captures d'écran, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble. Ce n'est pas que vous rentriez dans les détails, parce que j'imagine bien que ce n'est pas très lisible, mais globalement, ce que vous voyez là,
c'est que, je vous le montre là, c'est que Trop va travailler, donc fondement théorique de l'analyse propositionnelle de discours et de l'analyse cognitivo-discursive, pragmatique de la communication. Trop va identifier les différents niveaux de référence. Donc ça, c'est vous qui allez choisir. Au plus bas, vous avez les références utilisées. Ça, c'est celui-ci, c'est le troisième. Ça, c'est quasiment au mot. Vous montez un petit peu, vous avez l'univers de référence 1, et vous montez encore un petit peu l'univers de référence 2, c'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure, il va au fur et à mesure regrouper les mots, c'est-à-dire que par exemple, il mettra médias et télévision, je dis n'importe quoi, séparés dans références utilisées, et dans univers de référence 1, il les mettra ensemble, par exemple. Ce sera plus large. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est à vous, c'est aux chercheurs de choisir le niveau d'analyse qu'ils souhaitent. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est, et là, il faut que je reprenne du recul, ce que vous pouvez voir, c'est que ces univers de référence, donc, qui sont, je remets, qui sont extraits de ce que je vous montre là, musique, temps, etc., enfin, tous ces éléments-là, eh ben, je les ai mis en lien avec les thèmes que moi j'avais identifiés, que vous voyez là, en haut. Vous les voyez ici. Apprendre sa mort, Michael Jackson et son image. C'est-à-dire que j'ai fait un croisement, ça c'est une manipulation du logiciel, entre les thèmes qui m'intéressaient et les univers de référence que le logiciel propose. C'est ça qui est intéressant avec Trop. Mais ça, d'autres le font. Hein. C'est-à-dire que vous avez la mainmise. Lui, il a son dictionnaire interne, mais vous avez la mainmise et vous pouvez dire ben ça va dans ça, etc. Et vous pouvez faire des reclassements. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour faire le lien entre les catégories sémantiques identifiées dans le texte par le logiciel et vous, les différents éléments que vous avez identifiés dans votre analyse thématique. Oui, Laure-Emeline ? Oui, donc là, par exemple, ça voudrait dire, très schématiquement, hein, parce que je ne connais pas évidemment le contenu exact des thèmes et de l'analyse derrière, mais si je prends la référence au temps, ça voudrait dire que la référence au temps est plus en lien avec apprendre sa mort qu'avec Michael Jackson et son image. Parce que là, je vois 325 et 113. C'est pas qu'elle est plus en lien, c'est qu'au niveau des occurrences, par rapport au classement que moi je lui ai fait faire, c'est-à-dire que lui, il a ce classement-là au départ. Vous voyez, temps, il a 757. Lui, il fait ses occurrences comme tout logiciel. Et il y a une manipulation que moi j'ai faite qui fait qu'il y a j'ai créé alors on appelle ça une sorte de dictionnaire, c'est-à-dire j'ai enrichi le dictionnaire du logiciel en lui donnant d'autres entrées qui sont en lien avec mes thèmes. Et donc là, ça veut dire, non, c'est pas tant une question de lien, c'est peut-être un abus de langage, mais en tout cas, que c'est la principale occurrence qui apparaît dans le thème apprendre sa mort. Ok, donc on va pas forcément faire de comparaison d'un thème à l'autre, c'est plus à l'intérieur du thème que c'est intéressant. On peut faire des comparaisons et par exemple, vous voyez que musique, mais enfin, il n'y a rien de révolutionnaire non plus. Musique, on le retrouve dans. Là, ce qui est important, c'est aussi le global. Musique, c'est logiquement le mot, la référence qui est la plus utilisée. Ben, on la retrouve dans être fan, dans Michael Jackson et le passé de fan, dans Michael Jackson et l'identité du fan, alors que Michael Jackson et son entourage, on trouve famille, par exemple. Donc, c'est plus l'individu par rapport. C'est plus des éléments pour enrichir vos analyses. Ce n'est pas du tout pour se substituer à l'analyse thématique, mais là, en l'occurrence, il y avait besoin de faire cette approche-là pour enrichir l'analyse au niveau des thèmes, de faire un lien avec ce logiciel-là et les thèmes. C'est juste pour vous donner un exemple. Il ne faut pas que ça vous pose plus de problèmes que ça ne vous ouvre de perspectives. D'accord. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ce logiciel, donc, il y a ces histoires de références, d'univers de référence qui sont intéressantes. Donc, on peut répartir les occurrences par thème identifié. Et là,
En fait, ça se fait simplement en reprenant tous les verbatims en lien avec le thème « Apprendre sa mort », vous faites un comptage particulier. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Maintenant, on avait quelque chose derrière la tête en précisant ces analyses-là. Il ne faut pas le faire pour le faire, il faut savoir pourquoi on le fait. Et justement, ce qui est intéressant aussi avec TROP, c'est qu'il permet d'analyser les relations entre les références. Donc là, par exemple, alors il a différentes façons de le montrer. Ça et ça, c'est à peu près la même chose sous différentes formes. Mais par exemple, vous voyez que, donc, le fan et artiste, par exemple, ou fan et Michael Jackson, là, sont des références qui sont, d'ailleurs, c'est celle-ci qui est montrée. C'est deux. Marie-Pierre, Oui, est-ce que tu aurais possibilité de mettre en gros plan? Parce alors, que là, on voit ton PowerPoint qui est pas. ça Merci, va ouais. là? Comment ton PowerPoint, on le voit bien, mais il n'est pas. On voit aussi les slides sur la gauche, tu vois. Voilà, super. Là, vous voyez qu'il y a un lien. Le logiciel permet aussi de d'analyser les relations entre les références. C'est-à-dire que là, c'est une illustration, une visualisation du lien entre la référence fan et la référence Michael Jackson, ce qui est logique, puisque dans le discours, ce sont des fans de Michael Jackson qui parlent. Mais je voulais simplement vous montrer les différentes possibilités. Le but n'étant pas de vous faire un manuel d'utilisation du logiciel, puisque ce n'est pas dans le temps imparti qu'on pourra le faire, mais simplement vous montrer qu'en ayant une idée de ce qu'on veut faire, etc., on peut vraiment procéder à, je vous avais parlé de bricolage au niveau du recueil des données, mais là, c'est un bricolage, au sens noble du terme, au niveau des analyses. On peut compléter les analyses avec différents outils. Mais le grand intérêt du logiciel, à mon avis, alors, c'est un autre élément là qu'on peut voir, oui, sur les liens, là encore, entre références, vous les avez là, mais le grand intérêt du logiciel, c'est qu'il propose une analyse d'éléments qu'on appelle lexicométriques, c'est-à-dire que le logiciel propose un comptage des verbes, des connecteurs, donc là vous l'avez sous les yeux, des différentes modalisations, des différents types d'adjectifs, des différents types de pronoms, etc. C'est ce qu'on appelle des marqueurs discursifs. Et ça, c'est vraiment la spécificité de l'analyse cognitivo-discursive sur laquelle je voulais m'arrêter. Et ça, c'est vraiment un intérêt du logiciel, c'est-à-dire qu'il permet, alors vous les voyez là, on n'est plus sur les univers de référence, on est sur ces éléments, j'espère que vous les voyez, qui sont les verbes, le type de verbe. Vous voyez qu'il y a une majorité de verbes statifs, etc. Donc, bon, il faut se rappeler de ces cours de grammaire pour s'en souvenir, mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'analyse lexicométrique de la part de TROP, c'est-à-dire qu'il va identifier ces différents marqueurs. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Et ces marqueurs-là, ce sont des données brutes que vous avez sous les yeux, mais si on va au niveau des fondements théoriques de la pragmatique de la communication, ils ont une signification bien précise. Et là, j'y arrive. Selon les chercheurs, et c'est Guiglione et Trognon qui ont beaucoup travaillé dessus, même s'il y a beaucoup de chercheurs qui ont suivi, ces deux grands chercheurs, ces éléments-là, ces marqueurs, ces traces langagières, elles rendent compte, donc selon eux, des processus cognitifs du sujet et des structures cognitives et représentationnelles du sujet. En d'autres termes, les discours contiendraient des marqueurs discursifs. On l'a vu avec tous les thèmes, sous-thèmes, les univers de référence, etc. Ça, on l'a vu. Mais il contiendrait également des marqueurs discursifs qui informaient sur la relation que le sujet qui parle entretient avec l'objet de son discours et avec le monde qui l'entoure. En d'autres termes, selon ces chercheurs-là, dans les discours, on a à la fois des
des éléments sur les univers de référence mis en scène. Ça, c'est les mots, c'est l'analyse thématique, l'analyse, on l'a vu, des univers de référence, les références sémantiques. Mais on a également des éléments qui permettent de comprendre la relation que celui qui parle a avec l'objet de son discours et le monde qui l'entoure. Alors ça, c'est une théorie qui a été énoncée dans le cadre d'interactions en face à face, que moi, je ne suis pas la seule, que j'ai adapté à, évidemment, aux entretiens, mais qu'on peut aussi adapter à des discours médiatiques, par exemple. Je referme la parenthèse. Là, en l'occurrence, dans le cadre d'une interaction langagière dotée d'enjeux, ce qui est le cas d'un entretien, l'individu disposerait de véritables, ce que Guiglione et Trognon appellent des programmes cognitivo-discursifs. Alors voilà, là, ce sont les marqueurs que vous pouvez voir. Et là, là c'est les données brutes de tel discours. Il y a tel type de verbe, tel type de connecteur, etc. Et ces marqueurs-là, ils peuvent être des illustrations, des marqueurs de différents programmes cognitivo-discursifs. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est simplement pour vous montrer que les éléments grammaticaux ont leur importance. C'est pour ça que parfois, j'ai réintroduit les négations, que j'ai réintroduit un certain nombre de choses pour anticiper ces analyses-là. Et ces programmes-là, ils sont articulés autour d'une double cohérence, c'est un élément théorique. D'une part, les enjeux de la communication et l'utilisation de certains fragments linguistiques qui marqueraient une intention informative, conforme à l'enjeu. Et le deuxième aspect de la cohérence, c'est une cohérence entre l'attitude du locuteur à l'égard du référent qu'il met en scène et l'utilisation de certains fragments linguistiques. C'est-à-dire que dans son discours, on met en scène un certain nombre d'univers de référence, mais aussi on met en scène un certain nombre d'éléments grammaticaux, on va les appeler ainsi, qui sont des signes de la relation qu'on a avec ce qu'on met en scène. Je vous donne juste un exemple de ces travaux-là. Il y a eu, prenons un exemple de personnes qui sont anti-avortement. Alors, il y a eu des comparaisons qui ont été faites de discours de pro et d'anti-avortement. Les anti-avortements vont utiliser des déterminants définis, le bébé, l'enfant, etc. Donc, il y a un marqueur référentiel, enfant, bébé, etc., humain, vie, etc. Et il y a aussi un élément qui est plus grammatical, qui est de l'ordre de ces programmes cognitivo-discursifs, qui est le fait qu'on dit le, un déterminant défini, ça veut dire qu'il existe de fait. Alors que les pro-avortements, c'est-à-dire que les personnes qui sont en faveur de l'avortement, elles vont utiliser des déterminants indéfinis en disant un embryon, une cellule, par exemple. Vous voyez, non seulement le vocabulaire va être, mais les marqueurs langagiers, discursifs vont être différents aussi. Si ça peut vous éclairer sur cette approche-là. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, et ce que nous permet le logiciel avec son comptage, c'est de voir à quel programme cognitivo-discursif se rattache le discours que vous analysez. Globalement, je ne rentre vraiment pas dans les détails, mais celles et ceux qui sont intéressés pourront tout à fait contacter dans un deuxième temps. Vous avez un premier programme qui est lié à des réalités à affirmer, c'est-à-dire que ici, la personne, elle procède à une clôture immédiate du monde possible, projeté dans le monde réel. Ça veut dire qu'on est dans des opérations de construction de la référence qui sont affirmatives. C'est-à-dire que la personne, elle parle de quelque chose qui pour elle existe, qui est construit, elle a peu de doutes, elle sait, il y a différents marqueurs langagiers, grammaticaux, etc., qui sont associés à cette réalité à affirmer. Et par exemple, vous avez des joncteurs additifs, vous avez des modes indicatifs qui affirment l'existence de quelque chose. Vous avez un programme 3, je
prend les deux extrêmes, hein, puisque le 2, il est plus difficile à identifier. Un programme 3, lui, qui est associé à des réalités à justifier. C'est-à-dire qu'il y a différents mondes possibles et que là, la construction de la référence, elle passe par des déterminants indéfinis, des verbes déclaratifs, par le mode conditionnel, par exemple, etc. Des modalisations de doute. Donc, tous ces éléments-là montrent que la personne n'affirme pas les choses. Elle est dans ce qu'ils appellent un programme cognitivo-discursif de type 3, avec des réalités à comparer, à justifier. Puis le 2, il est entre les deux, tout dépend du nombre de marqueurs. Voilà. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ces modalités peuvent être partiellement étudiées si on agrège les différentes variables, hein, que je vous ai montrées, c'est-à-dire qu'on compte, chaque programme est associé à un type de verbe, un type de connecteur, un type de modélisation. Donc, on peut faire des comptages par programme et voir quelle est la relation au monde de celui qui parle, au monde qu'il met en scène de celui qui parle. Et on peut aussi, et là j'ai plutôt les travaux très cohérents de Charodot, voir si le mode discursif est plutôt argumentatif, narratif, énonciatif, descriptif. Donc là aussi, il y a tout un fondement théorique, hein, sur lequel je ne peux pas m'arrêter, mais il faut que vous sachiez que ça existe, ce genre d'éléments. Voilà, ce n'était pas trop confus parce que c'est vraiment très dense en informations. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à y revenir à la fin, mais je voudrais passer aux critères de validité pour qu'on puisse avancer. À moins qu'il y ait des questions par rapport à cela. Non, tout est clair pour à peu près clair? C'est bon, merci. Ok, donc par rapport on va passer à un deuxième point qui sont partant du principe que les analyses ont été faites, qui sont les critères de validité des méthodes qualitatives. Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, un certain partisan de l'empirisme idéaliste comme Taylor et Bogdan estiment que la recherche qualitative est inductive. C'est-à-dire que les chercheurs tentent de développer la compréhension de phénomènes, mais ne recueillent pas des données pour évaluer un modèle théorique et des hypothèses. Et bon, je vous avais dit que ma position était un petit peu moins radicale, hein, et que même si j'étais d'accord avec sur de nombreux points avec eux, je partais quand même du principe que toute méthode scientifique a des fondements théoriques, une problématique, et que sans ces éléments-là, un matériau qualitatif, selon moi, en tout cas selon ce que je vous ai présenté depuis au cours de ces 2 séminaires, un matériau qualitatif reste muet. Cela dit, l'empirisme idéaliste énonce un certain nombre de caractéristiques essentielles des méthodes de recherche qualitative que je voulais vous préciser. La première, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que la recherche qualitative est inductive. Je vous ai mis un bémol par rapport à cela. La deuxième, c'est que pour ces chercheurs, les sujets, les groupes ne sont pas réduits à des variables, mais ils sont considérés comme un tout. C'est-à-dire que c'est important dans ces recherches qualitatives d'intégrer le sujet à un contexte économique, à un contexte social, à un contexte historique, etc. Donc, c'est vraiment le sujet, les groupes, dans leur contexte. Ça, c'est un élément important. Un autre élément, et on en avait un peu parlé, hein, dans le séminaire sur le recueil des données, c'est que le chercheur qualitatif doit être attentif à l'effet qu'il produit sur les personnes qu'il étudie. Et il doit en tenir compte dans l'interprétation des données. On en avait parlé, on avait parlé de réflexivité, on pourrait y revenir, c'est-à-dire, mais plus généralement, se poser la question de ce qu'on a produit nous dans l'interaction. Il y a aussi une perspective phénoménologique, hein, à garder à l'esprit, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on doit s'attacher à la signification sociale attribuée par les sujets au monde qui les entoure. C'est en cela qu'on peut faire des liens avec l'analyse cognitivo-discursive, enfin que moi j'en fais, hein, je ferme la parenthèse. Un autre point, je ne rentre pas dans les détails, hein, je vous pose les jalons rapidement. Le chercheur qualitatif doit considérer tous les points de vue comme étant précieux, tous les sujets sont dignes d'étude, et pour l'empirisme idéaliste,
cette recherche qualitative, elle s'inscrit vraiment dans un courant humaniste qui implique une ouverture à l'autre, une ouverture au social. Ça, c'est quelque chose d'important. Et un dernier point sur lequel je vais m'attacher en particulier, c'est que, en plus de l'utilisation des techniques, on l'a vu, comment faire un bon entretien, une bonne observation, qui est aussi une méthode qualitative, l'habileté du chercheur en recherche qualitative, elle n'est pas standardisée comme en quantitatif. C'est-à-dire que ce chercheur, c'est un artisan. Il crée sa propre méthode, son propre terrain d'investigation. Et là, je reviens à ce que j'ai pu vous présenter sur les méthodes SR ou RRR. Effectivement, dans les analyses, c'est la même chose. Et sur l'évaluation des critères de validité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, on peut vraiment construire les modalités de recueil et d'analyse et vraiment après se poser la question de leur validité sur la base de ce qui nous a conduit à les construire. Et le dernier, cette fois-ci c'est le dernier, étant donné, enfin ce que disent Taylor et Bogdan, c'est que les chercheurs en recherche qualitative doivent insister sur la qualité de la validité de leur recherche. Je vous rappelle que ces chercheurs-là considèrent que la recherche elle est inductive, donc on n'a pas forcément de modèle au départ. Donc pour eux, ce qui est important, c'est la validité des recherches, plus que l'adéquation au modèle. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent vraiment réfléchir à la validité et que, paradoxalement, nous, on va tenir, alors qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, en tout cas, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en même temps, c'est eux qui nous donnent des pistes en disant il faut absolument mener cette réflexion sur les critères de validité. Et j'insiste là-dessus parce qu'en appelant Micheli cette fois-ci, qui a grand chercheur concernant les recherches qualitatives, et selon lui, elles explicitent des significations, elles fournissent des interprétations, et ce ne sont pas, je le cite, des élucubrations. C'est-à-dire que Micheli estime que dans ces recherches qualitatives, il faut dire comment elles ont été construites, quelle méthode a été utilisée, comment elle a été mise en place, quelles sont les compétences des chercheurs, comment ont été faites les analyses, quelles sont les validités, les limites. Tous ces éléments-là doivent être détaillés en recherche qualitative. Donc vraiment, et ces critères de validité ne sont pas les mêmes, évidemment, qu'en recherche quantitative. Il faut vraiment que vous ne fassiez pas d'erreur à ce niveau-là. En qualitatif, c'est ce qu'on va voir. Les méthodes quantitatives ont d'autres critères. Alors, c'est d'autant plus important qu'on l'a vu, il y a une grande subjectivité laissée à l'analyste dans l'analyse thématique de l'entretien qu'on a vu, et que là, on se pose vraiment la question de la valeur des connaissances qu'on a pu produire en recherche qualitative. Dans ces recherches, la construction scientifique se réfère à la signification subjective des actions humaines, et donc, quelle est sa valeur d'un point de vue épistémique et épistémologique. C'est d'autant plus important que la construction scientifique, elle est censée être objective en sens que les données, les conclusions, les interprétations doivent être soumises à une vérification contrôlée. Donc, les logiciels peuvent aider à cela, mais il faut en amont se poser la question la valeur des connaissances produites strictement en recherche qualitative. Donc, si on veut rester dans la science et non pas dans le débat d'idées, débat de société, il faut vraiment insister sur la qualité et la validité des recherches de nos recherches quand on est chercheur en recherche qualitative. Et un dernier point, je vais quand même vous montrer ça parce que ça, c'est Andréani et Conchon qui l'ont fait en marketing, revue française de marketing. Ils considèrent qu'il faut se poser la question des critères de validité des méthodes avant la recherche, et là c'est ce qu'ils appellent la fiabilité de la méthode, de la méthodologie. Après le recueil d'informations, c'est la validité d'exploration qualitative. Au moment de l'analyse, validité de l'analyse, et après les résultats, validité des résultats. Et donc je vous conseille, on va voir différents critères et posez-vous la question, on pourra le voir au fur et à mesure, à quel moment ils interviennent. Ils n'interviennent pas tous
au même moment de la recherche. Donc, par rapport à ces critères, j'en ai identifié 4 et j'insiste, même s'il peut y avoir des points de convergence, même s'il y a un parallèle entre les exigences de questionnement sur les critères de validité en quantitatif et les exigences qualitatives, les critères ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Faites attention à ne pas vous tromper. Donc, au niveau de ces critères en tant que tels, le premier, c'est la crédibilité de la recherche. Alors, la crédibilité, elle pose la question, c'est ce qu'on appelle la validité interne également, enfin, pourrait être la validité interne en quantitatif, mais je m'arrête là sur le parallèle. C'est la garantie donnée par le chercheur sur la qualité, la quantité de ses observations. L'exactitude des relations qu'il établit entre les observations lors de l'interprétation. Donc là, il y a 2 grands types de validité qui interviennent. La première, c'est la validité qu'on appelle d'histoire. Octobre 2024. C'est ça. Alors, Monsieur Julien, vous vouliez intervenir ou c'est une erreur de manip? Non, j'ai une erreur. Je ne vous entends pas dire, allez-y. C'est une erreur au niveau du micro, il s'est désactivé. D'accord. Désolé. Pas de souci. Donc, je continue. Au niveau de la validité des informations recueillies, vous avez ce qu'on appelle la validité d'histoire. Cette validité d'histoire, elle est fondée sur elle-même sur 2 types de validité. Je rentre directement dans ces éléments-là. La première, c'est la validité de portrait, c'est-à-dire que l'enquête doit décrire le contexte du phénomène étudié et le comportement réel des sujets, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rendre compte des éléments contextuels du phénomène et des sujets. Ça rejoint ce que je vous ai dit sur Mukeli, il faut dire comment ça a été fait, dans quelles conditions, etc. Et vous avez également la validité expérientielle. L'enquête doit faire part des émotions des sujets. Et ça dépend, on l'a vu, hein, des différents éléments que vous aurez pu noter au moment de la retranscription. Entre crochets, on l'avait vu, hein, par rapport à des éléments non-verbaux, paraverbaux qui pourraient être porteurs de sens. Ça dépend aussi de la bonne méthode d'intervention de celui qui mène l'entretien. En tout cas, ces 2 validités, elles peuvent être questionnées, sachant que l'objectif, c'est de franchir les barrières rationnelles et la défense des sujets, hein, notamment dans un entretien. Ces validités-là, évidemment, vous ne pourrez pas toutes les satisfaire, mais il faut que vous sachiez qu'elles existent. Le but, ce n'est pas non plus de dire je vais tout satisfaire, ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, il faut se poser la question. Autre approche, vous avez la complétude également au niveau de la validité des informations recueillies. La complétude, alors ça nécessite d'avoir des données très riches, hein, cette complétude, mais Mukeli en parle très bien, je vous ai mis la référence dans son fameux dictionnaire des méthodes qualitatives. C'est avoir l'approche la plus complète possible de ce qui est vécu par les sujets. C'est ça la complétude. C'est un critère de validation qui s'applique à l'interprétation des résultats de recherche et qui est atteint quand l'interprétation des résultats optimise la plus grande variation possible dans les catégories d'analyse retenues. C'est-à-dire que vraiment, il faut qu'on rende compte, sans prétendre à l'exhaustivité, il faut qu'on essaye de rendre compte de la complexité du fait humain et social, de sa variabilité dans les significations qui peuvent en être données. C'est ça la complétude. Donc je reformule, avoir l'approche la plus complète possible de ce qui est vécu par les sujets. Toujours dans cette approche de crédibilité, vous avez la validité interprétative. Ici, la question qu'on pose quand on questionne cette validité, c'est y aurait-il pas d'autres interprétations possibles que celles que vous donnez, d'autres concepts impliqués, d'autres raisons? Y aurait-il pas des biais également? Et tout ça, c'est un critère qui questionne la qualité de la méthode de recueil et d'analyse des données.
Ça, c'est extrêmement important. Et il y a différentes techniques hein, pour augmenter ce critère. Parmi celles-ci, il y a la triangulation. Pour justement augmenter la qualité du recueil et de l'analyse des données, on peut trianguler. On peut trianguler d'une part les méthodes. Il y a plusieurs types de triangulation. La triangulation méthodologique, on en avait parlé le 12 mai, c'est le fait d'utiliser la même méthode à des occasions différentes, répliquer une étude, ou bien différentes méthodes pour analyser le même objet. Ça, c'est la triangulation méthodologique. C'est la combinaison, le fait de confirmer des choses, des résultats, en combinant plusieurs méthodes dans la collecte des données également. Donc ça, c'est la triangulation méthodologique. On peut aussi trianguler les sources, c'est-à-dire que là, ça implique la référence à des informations multiples, à des matériaux peut-être un peu plus objectifs, par exemple des documents d'archives. Alors, ce n'est pas valable pour tous les sujets d'études, hein, mais à des éléments peut-être plus objectifs. Et cette triangulation des sources, elle peut être utilisée lors de l'élaboration d'items, et de questions pour des questionnaires qui nécessitent le recours à des experts, à des théories variées. Donc, je n'irai pas plus loin, mais ça va au-delà hein, de l'entretien, hein, ces éléments-là que je vous donne. Mais en tout cas, pensez à aller voir d'autres sources que celles de votre propre approche empirique, qualitative. Alors, pour aller un peu plus loin sur cette validité interprétative, puisqu'on se dit, n'y aurait-il pas d'autres interprétations, d'autres concepts, etc. L'idée ici, c'est, à part la triangulation, on l'a vu, c'est d'aller également voir comparer nos interprétations à celles qui proviennent d'échantillons de sujets ou de méthodes de collecte différentes. Si on trouve d'autres études, d'autres méthodes de collecte, etc., on va les comparer avec nos propres données. Si les données sont concordantes, on peut considérer que nos résultats sont valides. Bien sûr, ce qui est intéressant, si elles ne sont pas concordantes, de quoi on dispose. Si nos données ne sont pas concordantes avec d'autres échantillons, sujets, méthodes de collecte qu'on aurait pu trouver, on peut estimer qu'il y a une erreur et qu'on peut ou qu'on doit retravailler. Ça, c'est une solution. Mais l'autre solution qu'on peut se permettre en recherche qualitative, sous certaines conditions, c'est d'admettre que les données changent en fonction des circonstances. Et là, vous avez à l'extrémité de cette idée-là, la cristallisation, qui a été théorisée par Richard Richardson, qui considère que ce que l'observateur voit, je le prends pour les questionnaires, mais c'est valable pour d'autres méthodes qualitatives, ce que l'observateur voit dépend de la façon dont il regarde. Je cite cet auteur, comme dans un même cristal où on voit une très grande variété de formes et de dimensions différentes. Donc, les comportements changent et on admet que ça enrichit les études. Donc là, on peut l'adapter, cette approche-là, à l'entretien en partant du principe que c'est une co-construction et que, évidemment, ça change selon les interactants. Mais là, on est à l'extrême hein, de l'idée selon laquelle, dans les méthodes qualitatives, les données changent en fonction des circonstances. Si on ne veut pas aller aussi loin dans l'interprétation, il y a 3 critères qu'on peut interroger, que je vous ai mis, que vous voyez en bas de la diapo. Le premier critère, c'est-à-dire, je rappelle, hein, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres interprétations, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres concepts pour justement, si les données sont non concordantes par rapport à d'autres qu'on aurait pu recueillir, qu'on aurait pu observer, on peut poser la question du critère d'acceptation interne. De quoi s'agit-il? Le chercheur, dans ce cas-là, peut soumettre ses résultats d'analyse aux acteurs qui ont participé à l'étude pour voir s'ils sont d'accord avec ce qui a été dit, s'il n'y a pas une trop grande différence. Ça, c'est le critère d'acceptation interne, c'est-à-dire que le chercheur dit, voilà comment j'ai analysé, qu'est-ce que vous en pensez à ces sujets?
Et par exemple, nous, on l'a fait par moment dans la recherche longitudinale qu'on a pu faire, où on replaçait les sujets sur leurs propos de la vague précédente. Ça n'avait pas le même objectif, mais en tout cas, je referme la parenthèse, ce critère d'acceptation interne, c'est de demander l'avis des sujets. Deuxième élément, deuxième type de critère sur lequel on peut travailler, c'est la validité de signifiance. C'est-à-dire que là, le chercheur fait un retour, vraiment, c'est un retour vers le sujet. Il revient plus en profondeur vers le sujet, qui expliquera, qui corroborera, qui infirmera ses dires. C'est-à-dire que là, ça va encore plus loin. C'est l'acteur à qui on donne une compétence d'interprétation. C'est-à-dire qu'on vérifie la valeur informative des données auprès des acteurs. Et là, cette validité, elle apprécie un certain degré d'intersubjectivité entre le chercheur et ses sujets. Donc, les deux se rejoignent. La dernière validité, c'est la validité référentielle, c'est-à-dire que là, le chercheur doit être vigilant à la cohérence interne de ses déductions, c'est-à-dire que c'est lui-même ou elle-même qui vérifie qu'il n'y a pas de contradiction, et il peut confronter son interprétation du matériel, les études et les recherches, notamment, qui ont permis les premières questions de recherche, et ce que lui a pu trouver. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de voir ses résultats, qui sont inscrits dans un contexte théorique, mais de le confronter à son absence de contradiction, c'est une première chose, intrinsèque, mais aussi par rapport à des théories reconnues, bien définies. Est-ce que ce n'est pas complètement en contradiction avec telle théorie ou avec telle autre? Ça, c'est ça la validité référentielle. J'en ai fini avec la crédibilité. Ces éléments-là, vous voyez qu'ils interviennent à différents moments de l'analyse. Autre critère, c'est la transférabilité. Alors, la transférabilité, c'est globalement la réponse à la question, les conclusions auxquelles on aboutit, le chercheur aboutit, peuvent-elles s'étendre à d'autres contextes que celui étudié? Alors déjà, il faut avoir à l'esprit qu'en recherche qualitative, ce n'est pas le but, la généralisation. Ça, c'est une première chose à avoir. Mais ça peut poser, malgré tout, la question de l'échantillonnage. En tout cas, le terme d'échantillonnage n'est pas forcément adéquat, en tout cas du recrutement, de la composition, des caractéristiques des sujets qu'on a interrogés et de la saturation théorique. Alors ça, vous connaissez ce point de saturation. Il est atteint quand aucune donnée suffisamment nouvelle ne ressort des derniers entretiens ou observations qui ont pu être faites. Donc, aucune donnée suffisamment nouvelle ne ressort pour justifier l'augmentation du matériel. C'est-à-dire qu'un entretien de plus ne permet pas d'avoir de nouveaux éléments. Donc, on a atteint la saturation. Donc, ça, c'est un critère quand même de validité important. Ça signifie, quand on atteint la saturation, ça signifie que l'échantillon, en tout cas avec les sujets, le nombre de sujets interrogés, ont une taille optimale. Alors, certains chercheurs se sont amusés, alors je vous le dis parce qu'il y a souvent cette question à évaluer la taille, le nombre de sujets à étudier pour atteindre la saturation. Alors, certains ont dit que 8 à 10 répondants apportaient 70 à 80% de l'information pour les entretiens individuels. D'autres, pour les entretiens de groupe, ont dit 2 à 3 groupes de 2 heures apporteraient 70% à 80% de l'information. Bon, ce sont des pistes, mais c'est très difficile. Tout dépend vraiment de l'objet, des éléments étudiés. Donc, vraiment, il faut faire attention à ce genre de choses, mais c'est pour vous donner quelques pistes par rapport à cela. Et la question de la validité des résultats après l'analyse sur le transfert dans d'autres circonstances, elle peut être associée à ce qu'on appelle la validité communicationnelle, c'est-à-dire que la transférabilité, en d'autres termes, c'est un objet de négociation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une discussion entre experts qui
aboutissent à un consensus où chacun, dans son point de vue, confronte ses points de vue, fait des corrections. Et là, on peut parler de transférabilité. On peut, satisfaire à cette validité communicationnelle, mais il faut être très, très prudent sur ce critère de transférabilité dans les méthodes qualitatives. Là, globalement, ce qui est recommandé, c'est que c'est un questionnement à avoir à plusieurs, avec une équipe. Et sur un point de vue plus formel, dans les recherches qualitatives, la notion d'esthétique des résultats est importante, ce qui est moins vrai dans des recherches quantitatives ou expérimentales, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jolies formules de rhétorique, il y a une présentation esthétique du modèle qu'on présente, des résultats qu'on présente, qui est une préoccupation beaucoup moins importante dans les recherches quantitatives. Le troisième critère de validité est un critère qu'on appelle la constance interne. Les chercheurs quantitatifs parleraient de fidélité, je m'arrête là sur le parallèle. C'est l'indépendance des observations et des interprétations par rapport aux variations accidentelles ou systématiques qu'il peut y avoir. Alors, qu'est-ce qu'on appelle variation accidentelle ou systématique? C'est globalement le temps. Vous pouvez être fatigué le matin, plus en forme l'après-midi. Ça peut être votre expérience. Évidemment, une variation non accidentelle d'ailleurs, systématique, c'est le fait que les interprétations seront probablement plus pertinentes chez un chercheur expérimenté que chez un chercheur débutant sur certains points, mais le débutant, au contraire, peut avoir une ouverture qui vient de son absence de cadrage, complètement fini par rapport aux modalités de la recherche. Vous avez la personnalité du chercheur, vous avez les modalités de collecte des données qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes, etc. Donc, tous ces éléments-là questionnent la constance interne dans la mesure où on parle d'indépendance des observations et des interprétations par rapport aux variations, sachant qu'on est sur des méthodes très subjectives, donc de fait, il y en a des variations, et de fait, il y a une dépendance plus ou moins forte à ces variations qu'il faut interroger. Alors, par rapport à cela, il faut déjà avoir à l'esprit que pour travailler ça, il y a différentes écoles. Certains disent que ceux qui font les entretiens doivent les analyser. C'est-à-dire que alors vous n'avez pas forcément le choix en tant que doctorante ou doctorant, c'est-à-dire que c'est votre thèse, donc vous faites les entretiens, et parce que vous les avez faits, il y a une richesse de l'interprétation. Et là, il faut questionner la fidélité intracodeur, on va y revenir. D'autres disent ceux qui font les entretiens sont différents de ceux qui analysent, ou alors il y a plusieurs analystes, plusieurs personnes qui recueillent et plusieurs personnes qui analysent, et là, il faut questionner la fidélité intercodeur. Dans tous les cas, une bonne codification, on a vu tout à l'heure un exemple de codification, un rapport à une analyse thématique, doit avoir une constance interne suffisamment importante, c'est-à-dire qu'une même grille, dans le cas d'une étude, prenons une même grille utilisée par deux codeurs différents doit conduire à des affectations aussi proches que possible. Je reviens sur les grilles de tout à l'heure que j'ai faites. Eh ben, deux codeurs qui feraient ces grilles devraient aboutir à la même grille, et dans le remplissage, il faut qu'ils affectent, avec une petite marge d'erreur, qu'ils affectent les choses de façon la plus proche possible. Alors, il y a différentes formules statistiques. Ça interroge la fidélité, en l'occurrence intercodeur. La fidélité intercodeur, c'est le nombre d'accords sur les classifications entre les codeurs par rapport au nombre total de classifications de la grille. Et là, certains chercheurs disent qu'il faut au moins 70% d'accords pour qu'il y ait une constance interne, une bonne fidélité intercodeur. D'autres disent bon, il faut monter à 90%. Vous avez aussi la triangulation, des données qui ont été proposées qui disent que pour augmenter la constance interne et contrôler l'extrême subjectivité, il faut qu'il y ait triangulation des observateurs.
triangulation des codeurs, sachant que des chercheurs, et c'est Griffin et Hauser, mais pas uniquement, ont considéré qu'un analyse détecte 50% des besoins d'enquête, 2 à 3, 60 à 80%, 4 à 5, 90 à 95%. C'est-à-dire qu'on considère qu'en multipliant le nombre de codeurs et ou d'analystes, on va augmenter cette constance interne, mais il faut questionner évidemment la fidélité intercodeur et qu'ils aient suffisamment de cohérence dans leurs résultats et d'accord dans leurs résultats les uns avec les autres. On parle également oui, il y a également ce qu'on appelle le contrôle en double insu, c'est-à-dire que 2 chercheurs analysent indépendamment les données sans avoir participé à leur collecte. Ça se fait aussi. C'est-à-dire qu'il peut aussi avoir une reproduction indépendante, c'est-à-dire qu'en plus des analyses de ceux qui ont fait les entretiens, par exemple, il y a un chercheur qui n'a pas travaillé sur le terrain avec ceux qui ont recueilli les données, qui doublent les analyses du chercheur qui est allé sur le terrain, pour avoir justement ces 2 approches. Je globalise hein, ces analyses. Les personnes en thèse n'ont pas encore ce genre de problème, et quand vous dirigerez des équipes de recherche, il faudra se poser la question de ce genre de choses. Vous, ce qui vous intéresse davantage, c'est la fidélité intracodeur, parce que même si vous êtes seul face à votre codage, il faut vous poser la question de la constance interne de vos analyses. Et 2 codages faits par un même codeur à 2 moments différents doivent être identiques, doivent avoir une constance interne satisfaisante. C'est-à-dire que strictement, vous devriez prendre un extrait de corpus d'entretien, vous faites une classification, un découpage, une reconstruction par thème et sous-thème, vous le faites le matin. Vous le refaites le soir, sans avoir vu ce que vous avez fait le matin, vous devriez avoir un accord suffisamment. Alors, selon McDowell et Ackling, il faudrait qu'il y ait 90% d'accord. Voyez, ou si vous le faites le lundi, vous le refaites le jeudi. Et il faut que vous soyez d'accord avec vous-même, sachant que les variations dont on parle, c'est les variations qui jouent sur la constance interne, c'est votre fatigue, votre connaissance du discours, etc. Donc, pour augmenter la constance interne, il faut se questionner, même si on travaille seul, sur la fidélité intracodeur. Et les logiciels peuvent aider à ce genre de choses, à augmenter la constance interne, puisqu'ils automatisent les comptages, et ça permet, et le comptage est le même quelle que soit l'analyse, donc ça permet d'étayer un petit peu cette fidélité intra et intercodeur et d'assurer une bonne validité à la recherche. Il y a même NVivo, je crois, qui propose aussi d'analyser, de faire des analyses avec 2 codeurs sur 2 ordinateurs différents, et ça permet des analyses croisées qu'on peut ensuite vérifier en termes de constance interne sur les concordances. Je termine sur le dernier critère et on pourra passer à la discussion. Peut-être avez-vous des questions, c'est la fiabilité. L'idée, c'est l'indépendance. Ici, c'est d'interroger l'indépendance des analyses par rapport, par exemple, à l'idéologie du chercheur. On l'avait vu, cette notion d'idéologie du chercheur le 12 mai. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que le chercheur soit lucide par rapport à ses jugements, par rapport à sa connaissance de l'influence de ses jugements sur ses analyses et ses interprétations. Il faut qu'il dise explicitement les relations de dépendance possibles entre ces idéologies et ces analyses. Par exemple, ça peut être le cas pour certains d'entre vous qui font une thèse en chiffres et qui sont à la fois praticiens et professionnels. Il faut qu'il y ait un travail de réflexivité de la part du chercheur. Si vous êtes militante et que vous travaillez sur l'objet pour lequel vous militez, il faut que vous explicitiez ces approches-là pour justement faire ce travail, expliciter ce travail de réflexivité. Et là, on parle de triangulation interne, c'est-à-dire qu'il y a une mise en relation des informations recueillies avec des éléments qui permettent de mieux comprendre les motivations à fournir cette information.
Et là, c'est à effectuer au niveau du chercheur lui-même, hein, elle-même. Il faut qu'elle se connaisse, qu'elle connaisse ses préjugés. Et ça, c'est indispensable lors de l'interprétation des données. Et c'est plus ou moins fort, hein, cette nécessité selon le sujet traité. Et j'ajouterais, en citant Bourdieu, que il faut s'interroger sur les difficultés particulières qu'en tant que chercheur, on peut rencontrer pour objectiver un phénomène ou un espace dans lequel on est inclus en tant que chercheur. Et sur les difficultés, sur les conditions qu'on peut pour surmonter ces difficultés. Et pour avoir des chances d'être rationnel, le chercheur, la chercheure doit vraiment connaître ses limites, les pulsions propres à son histoire personnelle et avoir une critique autoréflexive. Ça va même plus loin que la simple réflexivité. Et un dernier point, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de décrire les procédures employées le plus précisément possible en recherche qualitative. Le chercheur fait partie des données, au même titre que les informations qu'il rassemble, et il doit être capable, et ça satisfait aux critères de fiabilité, de livrer ses réflexions personnelles, d'être transparent, d'expliquer comment il a mené l'enquête, dans quelles conditions. Il crée une interprétation par un système de va-et-vient entre les données recueillies et lui-même. Et il faut vraiment garder à l'esprit qu'il ne peut pas y avoir de manque d'objectivité en qualitatif. Mais il peut y avoir un problème de validité de la recherche s'il n'y a pas cette posture transparente de réflexivité, ces questionnements sur les critères de validité qui vont au contraire aboutir à un enrichissement positif grâce au chercheur, grâce à son introspection. C'est-à-dire que le qualitatif, c'est vraiment il se fonde sur la subjectivité qui est une richesse et qui ne doit pas être une limite à la recherche. Voilà, donc il y a différents critères à interroger en méthode qualitative. Je vous les ai simplifiés ici, mais vous voyez que c'est quand même très complexe. Et vous voyez dans les références que je cite que ce sont des questions qui se posent dans de nombreuses disciplines et dans de nombreux pays et champs disciplinaires. On l'a vu. Je m'arrête là en vous remerciant. Alors, qu'avais-je dit? Oui, sur la fiabilité. Voilà, c'était cet élément-là. Je vous ai peut-être pas mis. Et je termine là-dessus. Et merci de votre attention. Et Didier, tu voulais prendre la parole? Oui, merci Marie-Pierre. Oui, juste 3 minutes de